Cet homme a la tête de Monsieur Tout-le-Monde. Et pourtant, il est connu des services de police et de gendarmerie. C'est la bête noire de centaines de municipalités. Franck appartient aux gens du voyage. Et dans la communauté, il pèse lourd. C'est le leader d'un groupe de 150 familles. Aujourd'hui, il compte s'installer à Marseille sur un nouveau terrain, à sa façon. Quand on va arriver Ouais. Les deux voies à la descente, les boucher, et boucher bien la route. Oui, Pas laisser une entrée, mettons. L'obstacle, c'est qu'ils ont fait des barrières en acier, ils ont fait des murs. Et alors, pour rentrer, on va être obligé de casser un mur. On est tout le temps obligé faire un peu les hors-la-loi quand on arrive, pour s'installer, mettons. Rentrer de force sur un terrain municipal. Rien d'inhabituel pour les gens du voyage. Aujourd'hui, Franck et ses amis comptent bien s'installer sur des terrains de rugby à Marseille. Et là, forcément, vous allez être attendu à Marseille alors. Parce que là, vous n'êtes pas très discret sur la route. Ouais, mais ils vont nous attendre, mettons. On va essayer de jouer l'effet de surprise. On va arriver vers midi comme ils sont en train de manger. Qui est en train de manger? La police municipale? La police municipale et nationale. Sortie de l'autoroute, direction les quartiers sud de Marseille. Franck prend la tête du cortège, mais difficile pour un convoi de 200 caravanes de rester groupé. Allez, qu'est-ce que vous faites? Mais allez-y, grillez-le le feu, qu'est-ce que vous allez faire? Passez tous le feu. Moins de 2 minutes après, le convoi arrive devant l'entrée du stade de rugby sur lequel ils comptent installer leur camp. Là, on va leur donner les outils. Des outils pour casser ce mur qui les empêche de rentrer sur ce terrain municipal. C'est une véritable opération commando qui se met en place. Là, où c'est que c'est refait, là, vas-y. Ce mur en béton armé, les hommes de Franck le connaissent bien. Chaque année, ils le détruisent pour accéder au terrain de sport et la municipalité le reconstruit systématiquement après leur départ. Là, où c'est là, dans l'autre Voilà côté, 3 là. ans que ça dure. Voilà, là, celui-là, ça sert à rien, là, où c'est que ça a été refait? Franck donne de la voix et dirige les opérations. Emmenez les masses, emmenez-le. Allez, c'est du parpaing, ça va casser. Voilà, là, l'autre côté, là, pas ce côté-là, là, c'est tout, là, que là. Le mode opératoire est bien rodé. Steve, il faut couper le portail, là, aussi. Ils sont une quinzaine à se relayer avec 4 masses. Nous sommes à Marseille, début juillet. Il est 11h10 et le soleil cogne fort. Mais il faut aller vite avant l'arrivée de la police. Hé, passez l'autre côté, enlevez les bouts. Ah, bah la police va pas tarder d'arriver parce qu'on bloque tout. Mais c'est pas grave. On a l'habitude de la police. Et si la police arrive, là, qu'est-ce qui se passe? Si la police arrive, à mon avis, ils vont essayer de pas qu'on rentre. Mais comme vu la circulation qu'il y a, tant qu'ils arrivent, à mon avis, le mur va être cassé. On va pouvoir rentrer avec les caravanes. Ça va, dans 5 minutes, 5-10 minutes, ça va être, on va rentrer là-dedans. Ils sont 400 000 en France. Ils se disent étrangers de l'intérieur. Manouches, tziganes, gitans, gens du voyage. Ils ont un point commun, une réputation sulfureuse. Quand ils décident d'investir un terrain, difficile pour les autorités de s'y opposer. Ce sont les gens du voyage. Ils forment depuis toujours une communauté décriée. À Montpellier, depuis plusieurs décennies, les gitans ont arrêté de voyager pour se sédentariser. Yaka, leur leader, va nous plonger au sein de cette communauté très fermée. Le patron là, lui c'est le patron des gitans, c'est le grand chef. Il nous dit d'aller à droite, à ma droite, il nous dit d'aller à gauche, tout droit, à bas tout droit. Alors qui sont-ils? Comment et de quoi vivent-ils? Pendant plusieurs mois, nous avons vécu à leur côté. C'est le Kosovo, vous voyez pas? Là-bas, c'est le Kosovo. Ils voient une caméra, ils sont comme ça, on dirait un peu des animaux, c'est normal ça? On est tellement instinct sauvage qu'on a encore en nous cet instinct sauvage. Un mode de vie encore fortement ancré dans la tradition. Vous verrez à quoi ressemble la fameuse cérémonie du mouchoir. Elle consiste à déflorer la future mariée. Elle, il doit le respect pour son père et pour sa mère. Alors c'est pour ça qu'elle lève le mouchoir pour faire voir comme c'est vrai qu'elle est vierge, quoi. C'est l'honneur des gitans. S'il n'y a pas ça, on lui coupe la tête. Entre fantasme et réalité, plongé au cœur de la communauté des gens du voyage. De retour à l'entrée de Marseille, complètement bloqué par 200 caravanes en file indienne. Ils attendent de pouvoir investir un terrain municipal. Allume-la et commence à couper le fer pendant qu'il tape. On retrouve Franck et ses hommes.
Cela fait maintenant plus de 10 minutes qu'ils s'acharnent sur le mur en béton armé qui les empêche de rentrer sur le stade municipal sur lequel ils comptent s'installer. Enlevez les gros bouts maintenant, les gars. Enlevez bien tous. Ce bout-là, les gars, ça passe après. Il aura fallu un gros quart d'heure pour casser le mur. Mais le plus dur est à venir. Tout le monde court car il faut désormais rentrer un maximum de caravanes avant l'arrivée de la police. Bon Franck, ça y est? À mon avis, c'est bon là pour l'instant. C'est ok là, hein? Ouais, ça va. Ça va le faire? Ça va le faire. Il est 11h26. Franck est le premier à rentrer dans le stade municipal de rugby avec sa caravane double essieu. C'est le moment le plus important de l'opération. Chaque caravane rentrée sera difficile à déloger. Et les gens du voyage le savent. Pendant plus de 20 minutes, c'est un véritable balai de véhicules qui défilent. Pour l'instant, ça se passe bien. À mon avis, ça va pas durer. Hein. Les forces de l'ordre vont pas tarder à arriver, mettons. Pêche-toi, allez! Parmi les voitures, beaucoup de grosses cylindrées haut de gamme. Pour ne pas les abîmer, cela prend plus de temps que prévu. Voici les 3 terrains de rugby que les gens du voyage investissent. Ils sont bloqués là, non? Il va jusqu'à chez nous, hein. À l'entrée, Franck assiste à l'arrivée de la police qui aura mis près de 40 minutes à intervenir. L'année dernière, ça s'est toujours Allez par là! Avancez par là! Les policiers bloquent l'accès au terrain. Plus aucune caravane ne rentre. Attendez que tout se passe dans les règles. Là, on va attendre la journée, monsieur, ça sert à rien. L'année dernière, c'était pareil, et c'est tous les ans, c'est tout le temps pareil maintenant. Ouais, mais on demande, la personne, on a envoyé un mail à la préfecture. On n'a pas de, mais ils en ont pas d'air de grand passage, ils n'ont rien du tout pour nous, monsieur. Vous le savez très bien qu'ils n'ont rien du tout pour nous. Je sais pas, moi. Voilà. Si Franck tient tête aux policiers, c'est qu'il sait que la loi oblige les départements à mettre à disposition des gens du voyage des terrains. On appelle ça des aires de grand passage. Seulement voilà, dans les Bouches-du-Rhône, et comme dans la moitié des départements, la loi n'est pas appliquée. Prenez vos responsabilités. Appelez les gars qui me allez-y, foncez si vous avez envie. Le policier bloque le passage au convoi de caravane. Appelle-les, Steve, sur la place, là-bas. Appelle-les, fais-les venir sur la place. Dans le rapport de force, les hommes de Franck vont tenter de prendre l'ascendant face aux 4 policiers. Allez les gars, on va pousser la voiture. Poussez un petit peu la voiture pour passer caravane là. On va pousser un petit peu celle-ci. Il commence par déplacer la voiture d'un riverain pour que les caravanes puissent à nouveau passer malgré le véhicule de police. Voilà. Allez, passez. Allez, passez maintenant. Allez, vas-y. Monte dedans. Montez dedans. Montez dedans, montez dedans. Allez, Maintenant, il ne reste qu'un obstacle, le fonctionnaire de police. allez, monsieur, ça sert à plus à rien, monsieur. Allez, allez vas-y. C'est 20 000 €. Ouais, allez, vas-y, mais il n'y a pas de 20 000 €. Vas-y, 20 allez. 000 € pour moi, et lui, c'est 6 mois de prison. Allez, vas-y, passe, avance là, vas-y. Avance. Allez. Il fait du zèle, Monsieur, vous allez faire un débordement? Moi, rien du tout, moi, je bouge Si, pas. c'est toi qui vas faire un débordement. Moi, rien du tout, je bouge pas, j'ai rien fait. Et là, à gauche de l'écran, c'est une policière qui est toute proche de se faire écraser par une caravane. Mais arrêtez, madame, recommencez pas comme l'année dernière. Hein. Alors, Les esprits s'échauffent, mais Franck reprend la main. Des véhicules rentrent à nouveau. Pour le moment, leur plan fonctionne comme prévu. passez avec les convois, venez. On a des enfants, il fait 40 degrés. Les policiers battent même en retraite. Filmez, je veux sourire, ouais. Voilà. Mais non, mais voilà, on s'en fout. Ça, je fais 4-5 autour. Juste pousser, il passe. Voilà. Allez. Allez. De toute façon, on rentre. Il fait 50 degrés. Pousse-toi, chef. Allez, va-t'en. Pousse-toi. Va-t'en. Vas-y, t'as appelé ton corps, chef. Allez, va-t'en. Ça sert à rien du tout. Allez, rentrez. À 2 km de l'entrée du stade, ça bouge également. Poussez-vous là.
Passez, c'est bon. Au carrefour, les rôles se sont inversés. Ce sont les gens du voyage qui ont pris le contrôle. Non. Vous manquez de nous écraser quand même. Vous avez dit de pas se mettre entre deux. Oh, mais On vous l'avait dit. il y a marqué Dana dedans. Vous n'accepteriez pas qu'on casse vos affaires. C'est pas gentil. J'étais en travers de la route. C'est impressionnant quand même là. Vous pouvez rien faire pour ça? Bah, faut croire que non. Sinon, vous voyez bien, ça part directement en pugilat. Je ne pense pas qu'ils aient très envie qu'on les empêche de passer. Donc, à moins d'accepter l'affrontement. Voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent rien faire? Si, certainement. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à éviter l'affrontement, tout simplement. Il est midi passé. La commissaire de police arrive. Il y a eu barrage, ils nous ont déplacé Manu militaire. Pour bloquer le convoi, la commissaire a appelé des CRS en renfort. Laissez-les faire, les gars, c'est pas grave. À présent, plus aucune caravane ne peut passer. Là, s'ils veulent pas nous débloquer, on va les bloquer carrément plus loin là-bas. Ça sert à rien. Allez, on va boucher l'autoroute. Franck et ses hommes ne se laissent pas impressionner. Ils sont vraiment déterminés. C'est le début d'un rapport de force avec les autorités pour tenter de les faire plier. Prenez des barrières, on va bloquer l'autoroute avec des barrières. Direction l'autoroute A8. Avec des barrières qu'ils récupèrent sur la voie publique, ils vont stopper la circulation de cette autoroute où les véhicules roulent jusqu'à 130 km/h. On va se mettre, on va faire ralentir les voitures et puis après, une fois que ça va être bloqué, on va essayer de tenir le blocage. C'est compliqué, mais... C'est dangereux. Oui, c'est dangereux, mais si on fait pas ça, ça va pas se déboucher. Il n'y aura pas de solution. Elle n'est pas ouverte la porte là? L'autoroute du Soleil est juste au-dessus du talus. Bien organisés, ils accèdent sans problème à l'A8 après avoir arraché le grillage. Puis prennent rapidement le contrôle de la circulation. Nous sommes le dimanche 8 juillet, il est 13h30, c'est le premier week-end des vacances scolaires. Voilà, c'est pas grave. Rien à faire là. C'est le baptême de mon fils, j'aimerais rentrer chez moi, j'ai des gens qui m'attendent, vous pouvez me laisser passer. Oh mais vous vous rendez compte? Non, Toi, attends, tu passeras plus maintenant. Tu passeras plus. j'ai un bébé de 7 mois dans ma voiture, il fait chaud. Et nous? Pas la clim, la putain de vos races. Entre les gens du voyage et les automobilistes, la tension monte d'un cran. Certains sont prêts à en venir aux mains. Une fille, ça va faire des bouchons terribles. Pour calmer les esprits, Franck débloque une des trois voies. La circulation reprend, au compte-gouttes. Madame, passez-moi quelqu'un. Il garde toujours le contrôle de cette portion d'autoroute. Je vais le dire, je vous ai appelé à peu près 6 ou 7 fois. Mais c'est pas grave, madame. Je vous le dis, je vous explique, madame. Ouais. Et prend contact avec la préfecture. Cette fois-ci, il n'aura fallu que 10 minutes pour que les CRS arrivent. C'est le début d'un très long bras de fer. L'autoroute est à nouveau entièrement bloquée. Derrière, un embouteillage monstre prend forme en ce dimanche 8 juillet. Franck va débuter la négociation avec les autorités. Oh, lève-moi les barrières, fais-moi lever toutes les barrières. Enlevez tous les barrières là. Attendez, chef. Apporte-moi le fourgon. Non mais je vais les faire enlever tous, monsieur. De suite. Allez, enlevez tout. Mettez-vous tous sur le côté. D'accord. Mettez-vous tous. L'homme torse nu, c'est Léon, le lieutenant de Franck. Entre eux débute un jeu parfaitement huilé. Léon dirige les troupes. Laissez-les là, les barrières, on en aura peut-être besoin. Hein. Les deux gonzesses que tu as vues ce matin, c'est les patrons. Franck négocie. Dans des ordres, le préfet était injoignable. Pour l'instant, il essaie de joindre la sous-préfecture pour débloquer la situation. Garantie, on fait le max. J'ai dit, on va pas commencer à se foutre sur la gueule. Ça sert à rien. Il faut, parce qu'elle risque de donner les ordres. Ouais. De lever les caravanes, elles se foutent sur la bouche. Ils n'ont pas le droit d'enlever les caravanes. Une fois qu'on est à l'intérieur, ils peuvent rien faire du tout. Absolument rien faire du tout. C'est tout de la comédie. Moi, je suis au milieu, mais je le sais. Ils vous font venir et vous faites déranger, c'est tout de la comédie. Pour nous faire rentrer, ils savent qu'ils vont nous gérer 15 jours, ils vont nous mettre une benne en dur, ça va rester propre. Et ça fait déjà 3 fois qu'on est dedans. Tu sais quoi, mais moi je te le dis. Ouais. On est tous là. Ce soir, tu es dedans. Ouais. Tu le sais comme moi. Ouais. Ce soir, tu es dedans. Ouais. Voilà, là, on joue une pièce de théâtre. Ça fait 10 ans que je vous vois rentrer, sortir. Tu sais comment ça marche. Hein. Oui,
suis le monsieur qui est responsable des gens du voyage. Il m'avait dit qu'il me rappellerait à un quart. Il faut qu'il prenne une décision, le monsieur le préfet. Là. Il m'a téléphoné tout à l'heure. Il a mes coordonnées, là, ce téléphone-là, vous avez dû lui donner. Il y a plein de jeunesse, tout le monde s'agite. À mon avis, en 10 minutes de temps, un préfet, ça peut réquisitionner ce qu'il veut. Ce qu'il veut ou ce qu'il veut, un préfet. Visiblement, le préfet ne veut pas céder. Et bien au contraire, il demande aux forces de l'ordre sur place de durcir le ton. Si on a un accident grave et qu'il y a une voiture qui prend feu, je fais ouvert, non je finis, hein. Vas-y. Je termine, et qu'il y a des morts dedans, là il y a eu des photos qui ont été prises. Vous allez être poursuivi pour homicide volontaire, c'est un criminel. Là il y a ça, je donne l'ordre d'interpeller tout le monde, il y a des photos, on part sur un criminel. Malgré cette mise en garde, Franck accentue la pression et on retrouve Léon aux avant-postes. C'est une de vers nous comme vers eux, on va avoir des accidents malheureusement, mais on peut faire des victimes, vous allez voir où je sais, on sait qu'on va aller en prison. Et c'est devant le policier impuissant que les hommes de Franck prennent le contrôle de l'autre voie de l'autoroute. À tout moment, il pourrait y avoir un drame. Une personne renversée. Une nouvelle scène surréaliste. On a failli avoir un accident. Les Schmitt, ils arrivent de l'autre côté encore. Cela fait plus de 4 heures que les gens du voyage négocient avec les autorités pour s'installer sur les terrains du stade municipal. Pour faire plier le préfet, les hommes de Franck tentent un dernier coup de force. Ils allument un feu au milieu de l'autoroute. Ils n'hésitent pas à se servir des palettes de bois du magasin qui jouxte la voie. Dans le camp d'en face, la réaction ne se fait pas attendre. Nouveau renfort de CRS et de la BAC de Marseille. Là, ça vous fait pas peur hein, de voir la situation comme ça On en a vu beaucoup plus que ça, Essayez d'aller l'étouffer, le feu, enlevez tout. Pour éviter l'affrontement, en fin de compte, ils ont capitulé, ils n'ont rien pour nous, ils sont obligés de capituler. S'ils auraient quelque chose, mais ils sont en tort à 100%. Alors, comme ils n'ont pas d'air de grand passage, il se passe que, voilà, ils ont perdu et c'est nous qui rentrent, quoi. Enlevez les camions maintenant! Changement de décor. Toujours dans le sud, mais à Montpellier. 250 000 habitants, dont 10 000 gitans. Une population regroupée dans des quartiers délabrés et minés par le chômage. Ici, les gens du voyage ont arrêté de voyager. Ils se sont sédentarisés depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1940, un décret leur a interdit de circuler librement sur tout le territoire. Oui, bonjour monsieur. C'est monsieur Maravan, médiateur de la communauté gitane, rien. Yaka, c'est le porte-parole et le leader incontesté des gitans à Montpellier. Son rôle, régler les conflits et apaiser les tensions entre la communauté gitane et les pouvoirs publics. Et vos journées ressemblent à celle-ci, à savoir dans votre voiture, vous faites le tour de la communauté? Oui, toute la journée. Du lundi au lundi, il n'y a pas de 14 juillet, il n'y a pas de Noël. C'est tous les jours comme ça. Ici, c'est votre bureau? Ouais, c'est mon bureau, vous pouvez le constater, des papiers de partout, là, dans la malle. Avec Yaka, nous découvrons les conditions de vie des gitans. Ici, Yaka connaît tous les habitants par leur prénom. T'as 500 familles. Ça, c'est Django, qui est musicien aussi. Voilà. Hein? Yaka est connu de tous. Il est surtout très respecté. Le grand patron, là, lui, c'est le patron des gitanes, c'est le grand chef. Il nous dit d'aller à droite, en bas à droite. Il nous dit d'aller à gauche, en bas à gauche. Tout droit, en bas tout droit. Lui, c'est le patron. C'est la nouvelle génération. Ben, ça va, je te rappelle, moi. Aujourd'hui, Yaka est attendu à Aiglong, un quartier gitan. Même s'ils ont fini par se sédentariser, les gitans de Montpellier passent leur temps dehors, héritage de la vie du voyage. Les journées sont rythmées par de longues discussions et des parties de dominos. Ici à Aiglong, Yaka a un interlocuteur, Jaïou, 85 ans. Le grand-père est là, le patriarche, et heureusement que je l'ai avec moi. Voilà, ça, heureusement qu'on l'a encore. On essaie de le préserver. Parce que si ça n'avait pas lui aussi, ce serait difficile pour moi pour gérer le quartier. Parce qu'il est très, très, très écouté et très respecté et très respectueux. Donc, ça, c'est le sage. Ça se passe comment alors chez les gitans? Il y a un patriarche, c'est lui qui dirige tout?
qu'il y ait le respect de l'ancien, tout simplement. Qu'il soit considéré après comme un chef aussi de tribu, parce que par rapport à ce qu'il apporte au milieu de la tribu. Voilà. C'est pas parce qu'il peut être ancien, s'il n'est pas bon, eh bien, il ne sera pas écouté pareil que le grand-père d'ici. Lui, il était écouté parce que c'est un homme droit, juste, et qui essaie d'améliorer la qualité de vie ici. Il ne construise pas sous les cadres. L'enjeu de la rencontre du jour, la construction de nouveaux logements sociaux pour désengorger le quartier. Sur ce plan, les nouvelles maisons, tant attendues. Ce terrain-là, ils l'ont de suite. Vous avez là toutes les infrastructures sportives, le parcours de santé, l'école à côté. C'est ça qu'il faut. C'est le top. C'est le top. Il y a marqué 70 maisons, c'est tout là. Voilà. Et là, 90 maisons, là, ils 70 maisons, ils rentrent, sans problème. Non mais, oui, mais il y en a plus là. On a dit 63 maisons. Oui. On a dit 70 s'il y en a qui se marient. Oui. Alors on a dit ça. Voilà. Il y a 7 maisons de plus. C'est-à-dire maintenant qu'ils sont mariés, on va arriver au compte. On va dire 75 ans. Et 80. Ou peut-être 80. Non, ça non. Ça sert à rien. Ça, si on prendra on prendra M6 avec nous. C'est avec le sourire que Yaka freine les surenchères. Oh, c'est rien. C'est toi le patron. Parce que ce que tu fais, c'est pour le bien fait. Personne ne te dira le contraire. Et là-bas, c'est moi là que je dis. Si je dis c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas eux. Comment de passe? C'est moi. Et tu m'écoutes à moi, toi? Et moi, je t'écoute, toi. Ah, ça va. C'est lui qui nous Si je vais à amène à la gauche, terre promise. si je vais à gauche, Yaka, c'est lui qui nous amène à la terre promise. Abraham, la terre promise. Pour les gitans de Montpellier, Yaka symbolise la réussite. Il y a 5 ans, il a monté cette affaire de vente de fruits et légumes. Et 13 € par an. Ici, Sandy, son épouse, est obligée de mettre la main à la pâte, car Yaka passe l'essentiel de ses journées à s'occuper de la communauté. Je vous appelle parce que j'ai le commissariat de la comédie qui m'a appelé. Parce que vous avez déposé une plainte pour un impayé de gasoil, je suppose, non? Je voulais savoir si le monsieur était venu, parce que je l'ai rencontré la semaine dernière, je lui ai parlé, et il m'a dit qu'il viendrait payer. Est-ce qu'il est venu payer? C'est un véritable travail de fourmi. Un problème de cumulus. Les problèmes sont innombrables. Et sûrement, il va envoyer, Cet investissement total s'effectue au détriment de sa vie de famille. Le couple de téléphone me le cache. On ne peut pas que j'appelle ou que les gens m'appellent et qu'ils me dérangent quand je suis à la maison. Même au restaurant, il l'appelle. Même au restaurant? Le midi, le soir, même quand on mange. Ça arrive la nuit aussi. La nuit? Oui. En pleine nuit, des fois, des petits jeunes, ils ont des difficultés dans une boîte de nuit. Ou éventuellement, le commissariat qui m'appelle, où ils ont été caillassés par des petits jeunes issus de la communauté, j'interviens, faire une médiation permanente, 24 sur 24. Et l'un des derniers quartiers gitans, auquel Yaka consacre le plus de temps et d'énergie, c'est Montebérou. Une cité enclavée aux allures de bidonville. Dans ce cul-de-sac vivent près de 600 gitans. Ce quartier, situé à proximité de l'aéroport de Montpellier, a été construit pour les gitans il y a moins de 25 ans. Ici, ils vivent presque en autarcie, entre eux. Je t'appelle, tu réponds pas. Hein? Tu me réponds pas, ça m'appelle. Ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. Yaka annonce donc notre présence. C'est le Kosovo, vous voyez pas? Là-bas, c'est le Kosovo. Tu vois une caméra, ils sont comme ça, on dirait un peu des animaux, c'est normal ça? À Montebérou, le chômage est endémique. On parle d'un taux supérieur à 90%. Le quartier vit sous perfusion de prestations sociales, RSA et allocations familiales. Ici, le seul commerce, c'est ce camion ambulant, chez Bibil. Quand tu dors 1h du matin, mais tu dors pas avec eux. Ici, on peut parler vraiment d'un ghetto. Ouais, les gens ils se sentent à l'insécurité. Il faut comprendre les gens qui arrivent de l'extérieur pour venir nous voir chez nous, regardez comme ça.
Et il n'y a qu'une rentrée, une sortie. Ils parquent les gens et on fait des grands murs devant pour qu'on ne voie pas la misère. Et c'est pour ça qu'ici, le seul commerce, c'est quelqu'un du quartier. Voilà. Qui c'est qui va tenir un commerce là? Tu vas le tenir toi? Après, on a un mode de vie, une culture qui gêne aussi les voisinages. C'est ça la problématique aussi. On aime le côté effectif, c'est à 2 h du matin, de la musique. Dans les gens qui se lèvent à 5 h du matin pour travailler, je peux comprendre leur nuisance et leur réticence de pouvoir accepter des gitans qui vivent à proximité de leur logement. C'est bien ce que vous faites, que vous soyez là avec votre caméra, car personne ne fait rien pour nous. Personne ne montre la misère dans laquelle on vit. Quand on verra ça à la télé, je ferai de la trompette. Les 50 maisons du quartier ne suffisent plus à héberger les 600 habitants de Montebello. Alors ici, beaucoup vivent en caravane. Ah, tu vois, des caravanes. T'as 40 caravanes après ça, le quartier. Tu vois, c'est des logements qui sont construits pour une famille, hein, à 10 mètres carrés. Ah, qui construisent eux. Ils sont manuels, les gitans. Yaka nous fait la visite de la maison de Pepe, l'un de ses amis. Voilà. 4 générations dans le logement là. 4 générations. Des enfants, petits-enfants, hier petits-enfants. 4 générations dans le même logement. Donc, des infiltrations d'eau, aussi que tu as de l'eau qui passe. L'humidité dans le logement. Vas-y, la bouche. Oui. Voilà, les douches pour 4 familles. 4 familles là-dedans qui se lavent. Voilà. Et ils attendent chacun à tour de rôle pour se laver. Et le cumulus, il y a un cumulus là. C'est une honte. Aujourd'hui, l'ambiance est à la fête à Montebello. Ah ben ça commence, ce soir on va avoir la fête ce soir. Mais va, pastis, tu as payé. Pastis. Il est 11h30 et c'est déjà l'heure de l'apéro. Aujourd'hui c'est un jour spécial, voilà. C'est le mariage de ma fille. Pino, fan difficile Pino, François nous amène à une centaine de mètres de là, au domicile de Lydia, la mère de son futur gendre. On y termine les préparatifs du mariage. On fait un grand cortège, on a soif. Bah oui, faut faire, voilà, comme on a l'habitude de faire. Comme on fait d'habitude. Bien sûr. Mais là, on finit de décorer les quelques voitures qui restent. Et après, on fait les honneurs. Ça veut dire quoi alors les honneurs de la fille? L'honneur de la fille, ça veut dire que ce sera le premier mari qui va le coucher avec elle. Il n'y aura pas d'autre, toi. C'est le premier. Elle est vierge. C'est ça. Donc c'est vérifier sa virginité, c'est ça? Ah oui, c'est sûr, c'est ça. Chez nous, c'est ça. Il y a une appréhension en tant que père? Ah oui. Il y a un respect, hein. C'est un respect pour... Elle, il doit le respect pour son père et pour sa mère. Alors c'est pour ça qu'elle lève le mouchoir pour faire voir comme c'est vrai qu'elle est vierge, quoi. Cette dame à la robe bleue aux cheveux gris, c'est la matrone. C'est elle, Palomilla, qui va vérifier la virginité de la fille de François, la future mariée. Elles sont 2 sur Montpellier pour remplir cette tâche et elles se partagent tous les mariages de la communauté gitane. La fameuse cérémonie du mouchoir va commencer. Les femmes des 2 familles sont invitées à y assister au domicile de François, le père de la mariée. Silence, s'il vous plaît. Palomilla prépare le mouchoir et c'est sur cette table en plein milieu du salon que la future mariée va être déflorée. La matrone va alors lui introduire le mouchoir dans le vagin pour vérifier sa virginité. La jeune Andrea a l'air très stressée. C'est devant le regard des femmes des 2 familles que la cérémonie va se dérouler. Aucun homme, ni enfant, n'y sont admis. Andrea, Melissa, tu vas tout Toma fora, tu te fora. Allez. Un huis clos total. Enfin presque. Pendant le rituel, les hommes attendent entre eux. 25 minutes plus tard, la cérémonie se termine. Ça y est, t'es sucé. La fête peut commencer. Mais juste avant Palomilla, la matrone doit officialiser le mariage par le mouchoir qu'elle présente à tous. Écoutez 2 minutes. Approchez-vous.
Ne faites pas de bruit. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur le mouchoir de la mariée, qu'il le dise maintenant. Je vous montre le mouchoir. Si vous avez des choses contre la fille, venez me voir. Comme un trophée, les femmes se passent le mouchoir de main en main. Ça, c'est ma nièce. Et c'est l'honneur du gitane. S'il n'y a pas ça, on lui coupe la tête. Oui, fille. La mère de la mariée est libérée. Oui, je suis contente. Vous étiez un peu stressé? Oui. Pourquoi? Pourquoi la petite, elle a pleuré aussi. Ça y est, ça commence, ce soir maintenant. Ah non, la moins stressée après le mouchoir. Ah là, ça va mieux. Ça y est, le stress est parti là. Là, je suis bien. Ici, on ne passe pas à la mairie pour s'unir. Car chez les gitans, c'est la cérémonie du mouchoir qui scelle le mariage. Une union qui n'est donc pas reconnue officiellement par l'État. Mais pour la communauté, Andrea et Kevin sont dorénavant mari et femme. Retour à Marseille. Les 200 caravanes ont pris place sur les 3 terrains de rugby. L'ambiance y est plus calme que la veille lors de leur arrivée. Derrière les grilles du stade, la mine déconfite, voici Philippe Karazik, le président du club de rugby. Vous avez la sensation d'être pris en otage là? Le problème, c'est que je commence tellement à être habitué que. Parce que là, ça me fait plus rien. Donc. De toute façon, on est complètement impuissant. Alors, on ne peut rien faire. Hein. On peut rien faire. On ne peut que subir la situation. Voilà, aujourd'hui, quand j'ai annoncé dimanche soir à un certain nombre des membres du club que les caravanes avaient encore envahi les terrains, oui, en effet, ouais, c'est une certaine résignation. Quoi. Résignation, parce que c'est comme ça, voilà. Les pelouses elles sont magnifiques et là, dans 15 jours, elles seront mortes. Voilà. L'année dernière, les licenciés du club ont retrouvé ces pelouses qu'à la fin du mois d'octobre. La mairie de Marseille nous a communiqué le montant des travaux. 51 000 € pour la réfection du gazon et 3 600 pour le mur et le portail à l'entrée. Sur le camp, la vie s'organise. Les gens du voyage terminent leur installation. On va brancher l'eau. Ça se passe comment pour le branchement d'eau? Eh bien, là, il y a une trappe. L'année dernière, on était branchés dessus. Oh! Faut aller chercher la mèche à Poirot, hein. Vous êtes combien à vous raccorder à... On va être à peu près une quarantaine de familles, parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà branchés de l'autre côté au bout, là-bas. Faut le serrer, ça, rien. Le principe est simple. Avec cette fixation sur le tuyau, ils vont détourner l'eau de cette canalisation. C'est encore le système D là ou pas? Ouais, c'est le système D, j'ai toujours le système D. Toute la journée, c'est système D. Ah les gars, on est en train de brancher l'eau. Ah oui, hein. Vas-y, agrandis. Vas-y, il faut voir tes forts quand même, bordel. T'as rien qu'à prendre. Voilà. Passez au long des campines là-bas. Là. C'est quoi les ronds que vous avez dans la main? C'est raccord ici, les raccords pompiers. Prends ton tuyau jaune et on va le mettre là. Ça, c'est tout des Gardena. C'est pour mettre nos tuyaux à nous. Et on se raccorde avec des raccords pompiers parce que c'est plus solide. On est d'accord, l'électricité et l'eau, chaque famille va payer. Tout le monde va payer, ouais. Tout le monde va donner on va faire une quête dans les semaines pour payer l'eau, pour payer le ramassage des ordures. On va acheter une cuve pour mettre les excréments dedans. Qui va être mis là, tu sais, pour ça. Ça va des expériences que vous avez des toilettes chimiques. Ah ouais, les toilettes chimiques, mais faut aussi les vider de temps en temps, les toilettes chimiques. 24 heures après avoir cassé le mur, l'installation s'achève. Franck nous fait le tour du propriétaire. Alors on a des demoiselles qui sont très propres, qui lavent les caravanes. On a une image que des fois qu'on est des gens pas trop propres, mais regardez, on est tout le temps en train d'astiquer. C'est très très important la propreté. Vous savez, c'est pour ça qu'on veut que quand nos enfants tombent par terre, qu'ils ont les mains propres. C'est pour ça qu'on veut pas qu'ils nous mettent dans des terrains vagues, des trucs comme ça. C'est quoi cette remorque là? C'est des cuisines aménagées quoi, si tu veux, il y a tout dedans. D'un côté,
sais même pas c'est chez qui ça. Regarde, d'un côté, c'est la cuisine. Toi, un évier, et l'autre côté, tu as la machine à laver, le sèche-linge, lave-vaisselle. Nos femmes ne veulent plus faire la vaisselle à la main, comme toutes les Françaises, ils ont un lave-vaisselle. Hein. Il est où le lave-vaisselle là? De l'autre côté. Ça, regarde. Tu as le lave-vaisselle, le sèche-linge, la machine à laver. Ça, c'est nos remorques cuisine. Au lieu d'avoir une cuisine aménagée, nous, on a une remorque, mettons, qui nous sert de cuisine, mettons. On a le confort, on a dans les caravanes, on a des douches, on a des sanitaires, on a tout ce qu'il faut. On a la maison réduite, quoi, mettons. Voilà. C'est ici que vous vivez toute l'année? Voilà, c'est ici qu'on vit toute l'année. Combien ça coûte une caravane comme ça? 27 000 € à peu près. 27 000 € tu peux acheter une caravane comme ça. Si tu as un camion comme j'ai moi et puis une caravane, je pourrais pas me payer un studio en vendant tout ça. L'argent, justement, l'un des sujets qui fâche. Sur le camp, parmi les véhicules, on remarque de grosses cylindrées à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors comment les gens du voyage peuvent-ils se payer même à crédit des Porsche, Audi et Mercedes haut de gamme? Même qu'ils ont une belle voiture, mettons que la voiture vaut 50 000 €, et 25 000, 27 000 €, ça fait même 80 000 €. À 80 000 €, t'as pas un appartement, t'as rien du tout. Hein, t'as absolument rien du tout. Si, peut-être sur le plateau du Larzac, que tu peux trouver quelque chose à 80 000 €, mais autrement, dans n'importe quelle ville de France, tu ne vas pas trouver un appartement à 80 000 €, ça n'existe plus. Hein. Et la voiture, la caravane, vous avez que ça, c'est toute votre vie? Voilà, c'est toute notre vie. C'est joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Là, nous, c'est vraiment l'utile à l'agréable. Là, tu as vu ailleurs, c'est à la météo, c'est presque l'hiver. Là, il a fait 35 degrés cet après-midi. Regarde, tu as un bel emplacement, tu as la mer pas loin, tu as Marseille, tu es entouré. C'est quand même, ouais, on a quand même une belle vie. C'est une vie des fois qui est dure, mais c'est une vie qu'on a choisie, puis on a une belle vie quand même. Voilà, il y en a qui sont à l'apéritif. Il y a d'autres qui donnent à manger aux enfants, comme tout le monde, hein, comme tous les citoyens français. Hein. Arrivé à 19h30, on est à l'apéro. Hein. À la vôtre, monsieur. Bonjour, à la vôtre. Santé. Hein. C'est pour cette vie-là que vous vous battez voilà. tous les jours. Ce qu'on a fait hier, c'est pour vivre notre vie comme ça, pour passer, et surtout que nos enfants là, vivent pareil que nous. Quoi. Tu comprends que nos enfants, les tout petits que tu vois là, qu'ils puissent plus tard voyager dans des conditions bien décentes et qu'on a la liberté d'aller et venir comme on l'a toujours eu. Quoi. Est-ce que c'est envisageable que des enfants de ce camp deviennent des sédentaires et arrêtent de vivre comme ça? Ça m'étonnerait. Comme tu es né sur le voyage comme ça, tu peux pas rester dans un immeuble, mettons, enfermé entre quatre murs. C'est pas du tout notre vie, ça. Retour à Montpellier, dans le quartier gitan de Montebello. Ici, le chômage est partout. Il touche toutes les familles. Quant aux enfants, ils sont pour la plupart déscolarisés et ne savent ni lire ni écrire. Lui en moto, c'est Philippe. Mais à Montebello, tout le monde l'appelle dents cassées. C'est quoi qui pourrait nous, qu'on puisse s'en sortir? C'est quoi pour vous? Ouais, l'éducation, les études et trouver du travail. C'est surtout ça, non, l'éducation, c'est les études. Le plus important chez les gitans, c'est les études. La base, c'est l'éducation, c'est ça. Et il n'y en a pas assez, il n'y en a pas. Regarde, dehors, tu vois, comme nous, les immigrés, ils vont à l'école. Ils apprennent. C'est pour ça qu'ils montent, ils évoluent. Nous, on n'évolue pas, on est là, en train de rester là et on attend. On n'écoute pas, c'est pas vrai. Mais on n'est pas méchants. Et pourquoi vous n'allez pas à l'école? Moi, j'ai 33 ans. Moi, à l'école, j'ai été. Parce qu'à l'école, ils sont feignants. On est feignants. On a un problème avec ça, c'est vrai. Il faut dire ce qu'il y a, on est feignants. On est en famille, on est toujours comme ça. Voilà. Et là, il y en a combien qui travaillent ici? Personne. Ok. Oui.
Le problème, il y a certains qui cherchent un job, mais il ne faut aucune démarche administrative. D'aller faire des démarches administratives, pour eux, c'est comme tu lâches au milieu de la mer entouré de requins avec un bouée, tu vois, de sauvetage. Parce que pour eux, de découvrir, de sortir de cet espace, c'est leur univers qui domine un peu, de sortir de l'espace de ce quartier-là, c'est difficile d'affronter la vie sociale. Et donc, comme ils ne savent pas lire et écrire, ils ont des difficultés à pouvoir discuter avec un employeur et faire la démarche administrative pour pouvoir demander l'emploi. Parce que c'est ce petit problème qu'on a nous. On est tellement instinct sauvage qu'on a encore en nous cet instinct sauvage. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Voilà, pour moi c'est ça. Moi je suis sauvage. Oui, moi, je suis au chantier. Attends, mais il faut que je te cherche dans une cave, comment je fais moi? Cet après-midi, Yaka, le porte-parole des Gitans, a rendez-vous avec un chef de chantier. Ici, 53 logements sociaux doivent être construits pour désengorger les quartiers de la communauté gitane. Problème, le chantier a été interrompu pour des problèmes de vol, de vandalisme et d'insécurité. L'homme à la chemisette jaune, c'est Mohamed, l'entrepreneur, qui vient de reprendre le chantier. La rencontre d'aujourd'hui avec Yaka est décisive pour la reprise des travaux. L'objectif, c'est que lui, il fasse de l'argent, que ces gars soient protégés, qu'ils puissent travailler en bon uniforme, il y a des bonnes conditions, et qu'ils puissent se livrer ces logements dans les délais qu'il faut, qu'ils ne soient pas embêtés. Drôle d'endroit pour une réunion sur la reprise d'un chantier. Ici, pas une personne de la mairie ni des pouvoirs publics. Face à l'entrepreneur, il n'y a que des gitans. L'objectif pour Yaka est simple. Les travaux ne pourront reprendre que si l'entrepreneur accepte d'embaucher au moins 2 jeunes gitans pour assurer la sécurité du chantier. À mon sens, c'est pas de le menacer, de dire nous on va dégrader justement pour que tu embauches des jeunes. Non, moi j'essaie d'être le sage aujourd'hui. Hein. Moi j'ai pris de la hauteur, je prends de la distance, j'essaie de prendre de la notoriété et d'être crédible dans tout ce que j'entreprends. Ça va être difficile à mon sens si aujourd'hui il n'embauche pas des jeunes du quartier et qu'il n'ait pas une sécurité en permanente ici pour réaliser ce chantier. Tu as récupéré ce chantier pour quelle raison? Non, mais il y a une raison pourquoi tu l'as récupéré. Il y avait des entreprises qui travaillaient avant toi. Voilà. Je vous demande de l'aide et donnant. Ah ben là, c'est quoi de là, puisque tu as plusieurs chantiers, fais-nous embaucher pas mal d'autres petits aussi. Mais messieurs, je suis ouvert. C'est pour ça qu'on veut tomber à 2 mecs. 2. Si on est d'accord sur 2, c'est bon, c'est OK. C'est calé ça, c'est bon. Voilà. Mohamed l'entrepreneur a cédé. 3 jeunes gitans assureront le gardiennage du chantier. Retour à Marseille, dans le campement de Franck. Il est 5h20 du matin, tout est calme jusqu'à l'arrivée de cette belle cylindrée. Ça, c'est les retours de boîte. Alors que les jeunes fêtards vont se coucher, pour tous les autres, c'est l'heure du réveil. Il faut se préparer pour aller vendre sur tous les marchés du département. Et avant de partir, on nous explique pourquoi ici la plupart des gens du voyage refusent de nous parler à visage découvert. Si tu veux, les gens ont toujours une certaine peur des gens du voyage. Hein. Les gens du voyage, les voleurs de poules, des choses comme ça. Mais en réalité, c'est pas le cas. Tu vois, tu es avec nous depuis hier, tu vois comment ça se passe. On vit que du travail. Alors si tu veux, quand même tu demandes seulement une place, quand tu vas au marché, tu demandes une place et que tu dis que tu es forain, ben, tout de suite, ah, ceci, cela. Si par exemple, moi, je vais être flouté, pourquoi? Parce que demain, quand je vais aller au marché, ceux qui vont voir cette émission-là, ils vont peut-être me dire, ah ben, c'est lui qui a cassé le mur. Hein. Ils vont retenir que ça, les gens. C'est le bal des camions ce matin. Ils sont près d'une quarantaine à se partager les marchés des alentours. Parmi eux, William, l'un des rares à avoir accepté d'être filmé à visage découvert. Il nous amène sur le marché d'Aubagne. Il est 7h30. Il déballe sa marchandise et prépare son étal. Un bon business, ça marche encore? Non, c'est pas un bon business. On gagne sa vie, mais on n'arrivera pas à gagner de l'argent comme il faut pour s'arrêter un jour. On paye nos factures, on paye tout pour les gosses, on mange au fur et à mesure. On gagne le matin, on dépense l'après-midi. Son business à William, c'est la petite maroquinerie. Porte-monnaie, bananes, portefeuille, tout est au même prix, bon marché. C'est pas le grand luxe, hein. William achète sa marchandise dans les ventes aux enchères. Un magasin qui a fermé, il a tout le stock à vendre. Un coup, c'est des ceintures que je fais, un coup, là, c'est de la maroquinerie cet été. L'année dernière, c'était des ceintures, l'année d'avant, c'est des soutiens-gorge, l'année d'avant, c'est ce que je trouve, je vends, quoi. 9h,
Le marché commence à s'animer et le show de William peut commencer. Que du cuir des vachettes, que du cuir d'agneau. 5, 5, 5 au choix. Des petits, des grands, des vilains ou des pas beaux, tout à 5 € dans le cuir. Là, faut en profiter parce que c'est aujourd'hui seulement, après c'est fini. Rouge, vous l'avez aussi? Non, que noir. Bien sûr, on peut l'ouvrir. Ici, c'est la maison sans problème. Merci. Ouais, jeune fille, merci bien, bonne journée à vous. Là, on vous voit, vous avez un très bon contact, vous êtes avenant, souriant. On est loin de l'image du gitan. Je suis pas représentatif du gitan, moi, parce que déjà, gitan, c'est espagnol, c'est le sud de la France. Moi, je suis voyageur. Je suis voyageur de génération en génération, il n'y a pas de souci. Moi, je suis né à Brest, donc je suis gitan, je suis voyageur. Les gens font l'amalgame entre tout le monde. Les Roumains, c'est pas ça. Ça, nous, on est des voyageurs. Journée moyenne pour William à cause de la forte chaleur. Il quittera sa place à 11h30 avec 90 € dans sa poche. Eh ben voilà, c'est parfait. Changement de décor. À Montpellier, on ne fait pas les marchés, on travaille dans la ferraille. Voici Johan et son frère Steven. Steven, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je mets la ferraille, le truc qui prend le plus de place à l'avant, et après les tout petits trucs à l'arrière, quoi. Et pourquoi vous chargez le camion là? On va le revendre à la fonderie. Voilà, ça nous rapporte un peu, quoi. Et comment vous êtes arrivé à la ferraille? Ben, y a pas de travail. On est obligé de faire ça. On a posé des CV, il n'y en a pas. Je suis inscrit à Pôle emploi. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis. Il n'y a rien. Donc vous avez créé votre emploi? Obligé. On s'est mis en auto-entrepreneur. Et voilà. C'est mon grand-père qui m'a appris à faire la ferraille. Ça, c'est le métier des vieux. D'avant. Des anciens, quoi. C'est très lourd, ça. Steven et Johan, ce sont les arrière-petits-fils d'une vieille connaissance. Jaillou. Voilà, c'est lui qui nous a appris le métier de la ferraille. Le papé. Il nous a appris le métier. C'était mon métier. C'est compliqué? C'est compliqué comme métier? Il faut avoir l'habitude, il faut être... C'est physique, hein. Maintenant il ne peut plus le faire. Dis-moi quoi, attendez, il n'y a plus. Pas possible. Là, il dit qu'on va casser le camion. Parce que j'ai trop fort. Allez, on va vendre là. Dans leur camion, il y a plus d'une tonne de ferraille. Aïe, mon Dieu. Les voici à la casse. Et avant d'être payés, il faut décharger. Steven et Johan sont très vigilants car un métal très convoité coûte plus cher que les autres. Ouais, le cuivre, ça coûte 4 € le kilo. Voilà, il y a à peu près 1 kilo, ça fait 4 €. Le camion vidé de la ferraille, il leur reste un autre bon plan. Ah, les batteries, c'est un bon business. Si on en trouve, hein. Voilà. C'est rare qu'on en trouve, hein. 70 litres. 100 kilos batterie. 100 kilos. Ça fait combien? 400 € la tonne, donc ça va faire 40 €, c'est ça? Pour ces batteries sur la balance, ce sera 40 € dans leur poche. Vos résultats de la journée? Ouais, on a fait 230 €. Mais sur le 230 € là, on a 30 € pour les impôts et l'URSSAF, 30 € de gasoil, il nous reste 170 €. C'est-à-dire 10 heures de travail moi seul et 10 heures de travail lui seul. 170 € à partager à deux. Ça fait à peu près 85 € chacun. Et à la fin du mois, ça vous fait combien chacun? À peu près le SMIC chacun. Et alors moi, je pensais que les ferrailleurs, notamment gitans, voilà, on dit ils récupèrent la ferraille et puis ils font que du black. Ah non, non, c'est fini tout ça. Le black, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce qu'avec les chèques, on est obligé de déclarer. Plus de black, plus de paiement en liquide, afin de ficher tous les vendeurs de métaux. Car ces dernières années, les cours ont explosé. Conséquence, les vols et trafics en tout genre se sont développés, de cuivre notamment. Nous abordons le sujet avec l'un des responsables d'une casse de la région, en caméra discrète. L'homme a déjà été dans le collimateur de la police. Ici, même pour 1 €, je suis obligé de lui faire un chèque. Depuis le 1er août 2011, pour 1 €, je suis obligé de lui faire un chèque. Et depuis le mois d'août 2011, à la fin de l'année, je suis obligé de prendre mon fichier, mon livre de police et de l'envoyer au fisc.
Pour les voleurs de métaux, il est de plus en plus risqué d'écouler leur butin dans les cases françaises. Mais les trafiquants ont déjà trouvé la parade. Ils vont en Espagne pour écouler leur butin. Malgré sa réputation sulfureuse, la ferraille reste l'activité principale des gitans, celle qui fait vivre de nombreuses familles à Montpellier. Centre-ville de Montpellier. Aujourd'hui, Yaka et ses lieutenants ont rendez-vous à la mairie. Ils veulent obtenir des engagements fermes et définitifs sur les logements sociaux que leur ont promis les élus de la ville. Tout le monde a répondu présent, même Jaillou, le patriarche. Et on ne discute pas 5 heures, hein? Non, ça va pas, on se casse. Depuis 1945, que rien n'a été fait pour la communauté gitane. Ils nous ont parqués dans des baraquements, et puis débrouillez-vous. Dans des voies sans issue. Débrouillez-vous, on nous parque, voilà, on est du bétail, il y en a marre. On monte, hein? Allez, on monte, hein? Allez, on monte alors, allez. Direction la salle de réunion. Cela fait 5 ans qu'une telle entrevue n'a pas eu lieu entre l'ensemble de la communauté gitane et la mairie. Mais très vite, le ton monte. Les gitans se montrent impatients. Ils veulent des engagements immédiats sur la construction des logements sociaux. Et je te propose qu'on fasse un état. Ça va être la guerre. Il y a des bouteilles de Moi, gaz. je te dis ce que je pense, parce qu'on parle beaucoup et on ne fait pas grand-chose. Ça fait 40 ans qu'on nous emmerde. Moi, je parle comme je le ressens. Hein. D'accord, mais... Il parle avec ses mots. Moi, je parle avec les mots comme je le ressens. Excédé, le premier adjoint au maire quitte la salle après seulement 15 minutes de réunion. Serge Florence, donc premier adjoint, il y a un chat comme vous. Alors, est-ce que c'est une communauté qui pose des problèmes à la mairie? Non, en l'apparence, on pourrait penser qu'ils posent des problèmes, parce que c'est leur façon de s'exprimer, assez vive. C'est vrai qu'ils emploient le terme de mensonge, promesse non tenue, et ils ont, en niveau de prestations, ils ont les mêmes prestations qui sont effectuées dans d'autres quartiers. Après, à eux de maintenir leur quartier en bon état. Après 1 heure de réunion, le bilan est mitigé pour les gitans. La mairie s'engage seulement à mettre à disposition le terrain pour les logements sociaux. Il faut que ça progresse, et puis, il faut que ça aboutisse, que les dossiers arrivent. Ce n'est pas la promesse, c'est non. En clair, la construction du lotissement est encore loin de voir le jour. Début de soirée dans la maison familiale de François, le père de la mariée. Au milieu des siens, Andrea se prépare pour la fête, après une journée des plus éprouvantes, après la cérémonie du mouchoir. Pourquoi pour tout? Ça fait mal, c'est tout. Il y a le stress aussi. Il y a le stress de quoi? Je sais pas, le stress. Est-ce qu'il y a une grosse pression? La pression de tout, de la famille et tout. À minuit, dans la cour, devant le domicile de François, la fête bat son plein. Tout le quartier de Montebello est invité. Mélissa, la petite sœur de la mariée, ouvre le bal. Chez les gitans, pas de jarretière, mais un panier en osier. Un gitan qui se marie avec une gitane, ça veut dire que la culture gitane continue, c'est ça? Pour nous, oui. Nous, pour nous, c'est ce qu'on veut. Que ça dure longtemps. Toute la vie, à vie. Même moi, si je suis pas là, que mes enfants fassent pareil que moi, ce que j'ai fait moi. Tu vois? C'est ça que j'aimerais. Peut-être, moi, avec le temps, avec les années, ça devient plus moderne, hein, ça change. Mais quand tu es gitane, tu es gitane. Ça reste toujours dans ton sens, c'est toi, c'est dans ta tête.